vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo que j'ai prévu de faire une autre vidéo, mais enfin, bon, je vous expliquerai, c'est compliqué. C'est trop compliqué de vous expliquer là maintenant. Mais on va faire une autre vidéo qui est tout aussi intéressante et qui va parler de composition de produits. Et notamment, on va comparer la composition de nos produits cosmétiques de formules d'il y a des siècles avec des formules plus actuelles. Je vais aussi vous montrer comment décrypter une composition et aussi comment est-ce qu'on détecte quand un produit a une composition ancienne et quand les produits ont une composition plus nouvelle, entre guillemets. Et encore, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a certaines marques qui n'ont pas compris que en 20 ans, il fallait évoluer en termes de composition de produits. Hein. Je parle notamment des marques de haircare qui, pour moi, on formule exactement de la même manière depuis plus de 20 ans. C'est John Frieda et aussi. Eux, ils n'ont pas compris qu'il fallait évoluer. Je sais pas. Pareil pour Neutrogena, c'est une marque qui n'a pas évolué. Pareil pour Beiersdorf, hein, Nivea, Eucérine. On est globalement sur des produits qu'ils ont toujours formulés à peu près de la même manière. Mais globalement, à part ces petits récalcitrants qui pensent que formuler comme il y a une vingtaine d'années c'est une super idée, la plupart des marques ont majoritairement changé leur manière de composer leurs produits. Et même les marques que je vais vous montrer dans cette vidéo de produits qui sont sûrement plus vieux que moi, ont changé leur méthode de composition, notamment la marque Dove, puisque Dove va apparaître dans un produit. Alors là, je pense que vous avez vu le packaging, de l'écriture, vous allez vous dire mais où est-ce qu'il a dégoté ce truc? Posez pas de questions. C'est donc le shampoing au lait hydratant cheveux colorés, un quart de lait hydratant. Nouveau, il y a écrit, ouais, bah, il doit être nouveau depuis 20 ans, ce truc-là. De chez Dove. Alors, bon, ce truc-là, je ne peux pas vous dire de quand il date. Ce que je peux juste vous dire, c'est que à l'époque où il a été formulé, il n'y avait même pas encore, vous savez, la petite boîte là. Vous savez, maintenant, il y a une petite boîte sur les produits cosmétiques pour nous dire combien de temps on doit les garder. Bah là, il n'y avait pas. Ça périme pas. En même temps, ce produit-là a 20 ans. Je pense que honnêtement, il est plus vieux que moi, ce truc. Est-ce qu'il a vraiment changé d'odeur? Non. Et du coup, je peux vous assurer qu'à l'époque, les produits Dove sentaient bien meilleurs qu'actuellement. Ça sent trop bon, c'est une dinguerie ce truc. Franchement. Bon, la compo est moins dingue, mais ça sent trop bon. Donc, on va comparer deux. Alors, j'ai pas de shampoing Dove actuel, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, en tout cas, la composition a bien changé, hein, ça c'est clair. Et on va comparer avec une marque qui nous a sorti aussi un nouveau format. Bon, c'est le shampoing nutrition intense ultra doux sans silicone de chez Garnier pour les cheveux bouclés à friser. C'est la gamme jaune, quoi, pour les boucles. Et on va voir, parce que en fait, la formulation de ce shampoing représente à peu près la reformulation de beaucoup de shampoings dans les marques de grande distribution. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu. J'ai pris majoritairement des produits d'hygiène, hein, parce que c'est ce que ma grand-mère avait encore chez elle et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo d'ailleurs. Elle a retrouvé, on a retrouvé ensemble, en rangeant, un gel douche de la marque Bourjois. Alors, Bourjois a fait des gels douches jusqu'en 2016-2017, je crois. Bon, aujourd'hui, Bourjois, ils font plus de gel douche. Mais bon, vous voyez la gueule du truc, hein. On voit que ça a plus de 10 ans, hein, clairement. C'est pas tout neuf comme produit. Ma grand-mère, des fois, elle stocke des trucs dans des endroits un peu bizarres. Pour vous dire, elle avait stocké ça en bas à la cave. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Et on comparera ça avec l'huile lavante lipidante apaisante anti-irritation Atoderm de chez Bioderma. Alors pourquoi? Parce que ça permet de voir aussi que la composition des gels douche a beaucoup été raccourcie ces dernières années. Même si vous allez voir que celui-là, finalement,
ça va. Bon, on va commencer par le gel douche, parce que le gel douche, c'est ce que tout le monde utilise normalement. Enfin, j'espère, il y en a certains qui devraient en utiliser un peu plus, mais voilà. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce gel douche? Ah oui, on va regarder les claims de l'époque. Qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque? Alors, à l'époque, ils nous disaient Hydra Douceur, un vrai geste de beauté. Le gel douche Hydra Douceur contient, en plus d'une base lavante très douce au pH neutre pour la peau et sans savon, et ils utilisaient le même argument marketing qu'actuellement, pH neutre, là. Bon, pourquoi pas. Un extrait de coton aux vertus adoucissantes, votre peau délicatement nettoyée et hydratée retrouve sa douceur, sa souplesse et sa beauté naturelle. Tous les plaisirs de la douche, sa texture douce et nacrée caresse votre peau et se transforme en une mousse crémeuse facile à rincer. Son parfum doux comme une caresse, aux notes subtiles d'aubépine, laisse un parfum délicatement parfumé. Bourgeois Grain de Beauté vous propose aussi des déodorants, des huiles et des laits corporels pour que chaque geste de toilette quotidien soit aussi un geste de soin et de beauté pour le corps. Bon, vous avez compris, cette gamme-là, elle existe plus depuis. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, finalement, on va pouvoir se rendre compte que le début de composition, il n'a pas vraiment changé. On n'a pas changé notre manière de formuler un gel douche en 15 ans en même temps. Bon. Est-ce qu'on a vraiment découvert de nouveaux ingrédients? Oui et non, hein, pas beaucoup. Donc les premiers ingrédients, on retrouve de l'eau, du sodium laureth sulfate, de la cocamidopropylbétaïne et de la cocamide MEA. Alors, la cocamide MEA, c'est un ingrédient qui n'est plus trop utilisé parce qu'il est très allergisant. Mais globalement, le SLS, la cocamidopropylbétaïne, c'est un ingrédient qu'on utilise toujours énormément dans nos gels douche. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on sera plus sur un eau glycérine SLS ou alors un eau SLS glycérine et après d'autres tensioactifs. Là, c'est pas le cas. Là, clairement, c'est un truc qui est là pour te dégommer la gueule. Bon, pourquoi pas. Pourquoi? Ensuite, on retrouve du propylène-glycol, du glycol stéarate. Donc, bon, voilà, des glycols, hein, des agents de texture, etc. Ce qui est quand même étonnant, c'est que dans ce produit-là qui s'appelait quand même Hydra Douceur, bon, pour l'instant, il n'y aura pas d'agent hydratant. Hein. Clairement, Hydra Douceur, je pense que ça devait bien défoncer la peau, oui. Hydra Douceur. Lave en douceur, hydrate et adoucit. Ah bon? Ah bon? Pas sûr, hein? Pas sûr. Alors ensuite, après, on retrouve un PEG 40 hydrogénated castor oil. Donc c'est de l'huile de ricin hydrogéné à base de PEG. Cet ingrédient, c'est vrai qu'on le retrouve plus dans des shampoings que dans des gels douche actuellement. Mais ça ne veut pas dire que dans des gels douche d'entrée de gamme, par exemple. Souvent les gels douche de supermarché, on en retrouve encore. Ensuite, on retrouve du parfum, du gossypium. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je vous avoue, j'ai cherché et je trouve pas d'explication de qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, si vous avez une idée de ce que c'est, je suis preneur. De l'acide citrique et ensuite on retrouve du tétrasodium EDTA. Alors, à l'époque, vous allez le voir, hein, là-dedans aussi il y en a. Ils adoraient le DTA, je ne sais pas pourquoi. Il y en avait partout. Même, je crois qu'il y en a dans ce fond de teint-là. Alors, ce fond de teint-là, vous allez me dire, il est pas vieux celui-là. Oui, mais la formule, elle a plus d'une dizaine d'années. Et la formule n'a pas changé. Et je vais vous dire comment on peut détecter ça d'ailleurs. Le DTA, alors c'est un ingrédient qui, comme on le sait, hein, permet de transporter les métaux lourds pour éviter que la peau soit contaminée. C'est aussi un agent de chélation, hein, c'est ce qu'il fait. Et c'est un agent qui permet de stabiliser les formules. Et notamment, il permet par exemple d'empêcher l'eau calcaire, etc., de réduire le pouvoir moussant des gels douche. Alors, les marques adoraient à une époque le DTA, maintenant elles ont su le supprimer et ça fonctionne tout aussi bien qu'avant. Juste que ça pollue moins, donc c'est génial, hein, finalement. Et alors là, on va commencer à rentrer dans des produits qu'on n'utilise plus du tout, et même des produits qui ont été interdits. Ensuite, on retrouve un polyquaternium 7, bon ça, voilà. Mais ensuite, on retrouve du
7 formaldéhyde, 5 bromo, 5 nitro, 1,3 dioxane. On retrouve donc dans ce produit-là du formaldéhyde. Et alors attendez, parce que je vous ai dit une connerie. C'est formaldéhyde, puis 5 bromo, 5 nitro, 1,3 dioxane. Mais en tout cas, on retrouve du formaldéhyde. Ça a été formellement interdit dans les produits à rincer et dans les produits non rincés depuis les années 2012. Donc oui, ce produit a quelques années de formulation derrière lui, hein, c'est un peu vieux. C'était l'époque où on utilisait encore massivement des parabènes. Vous verrez, donc oui, ça date, hein, ce truc-là, il date. Ça a ouais, je pense, même plus qu'une quinzaine d'années. Hein. Alors, le bromonitrodioxane, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je pense que c'est un colorant qui lui permettrait de... Bon, alors ça a changé un peu de couleur, hein, c'est un peu jaunache, c'est un peu dégueu. Mais bon, moi, j'utiliserai pas ça parce qu'il y a de formaldéhyde hein, là-dedans. On retrouve ensuite un petit cocktail Molotov, hein, finalement, du BHT, donc, qui est un ingrédient connu pour se stocker dans la graisse du corps. Donc, on ne sait pas trop ce que ça fait, on ne sait pas si c'est un perturbateur endocrinien, on ne sait pas si c'est très polluant, on ne sait pas si c'est vraiment problématique. On ne sait pas, mais bon, on sait que ça se stocke dans les graisses du corps, donc bon, déjà ça juste c'est pas terrible. Voilà. Puis ensuite on termine par du méthylparabène et du propylparabène. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on utilise plus du tout dans les cosmétiques. Les parabènes sont devenus vraiment, ont une utilisation actuellement qui est très marginale et on va préférer les nouveaux conservateurs type phénoxyéthanol, les conservateurs qu'on a redécouverts comme le chlorophénécine qui sont extrêmement puissants et qui fonctionnent à très faible dose. Voilà. Là-dedans, on retrouve donc les deux derniers ingrédients, dans les 5 derniers ingrédients, il y en a 2 qui ont été interdits. Hein, le bromonitrodioxane, là, je crois que ce n'est plus autorisé. Je vais regarder. Alors attendez voir qu'elle trouve du Wi-Fi. Allez ma belle. Je récupère ma tablette. Je rigole. J'ai Inky Beauty sur cette tablette. J'ai essayé de scanner ce gel douche. Je rigole s'il le trouve parce que franchement, il doit dater des années bissextiles ce truc. Non, vraiment. Vous voyez, les compositions des gels douche étaient déjà assez fines. Alors bon, actuellement on les a un petit peu plus étoffées hein, pour certaines marques. On y a ajouté des agents hydratants, des machins, des trucs. Oh purée. Bon. Je suis pas sûr qu'il arrive à le trouver. Hein. Franchement, ce produit n'a pas encore été analysé. Bah tu m'étonnes. Bon, du coup, je vais demander quand même à Google ce que c'est le 5-bromo, 5-nitro, 1,3 dioxane. Parce que, alors ça, malheureusement, je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est du 5-bromo 5 nitro 1,3 dioxane. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bronidox, ça s'appelle. C'est un conservateur. C'est un conservateur qui a été interdit. Voilà, bon. C'est qu'il n'était pas top. Maintenant, on va analyser la composition du gel douche Atoderm d'Aderma. Dans le gel douche Atoderm, on nous dit que c'est une hygiène dermatologique composée à 33% d'agents relipidants et hydratants qui renforcent la barrière cutanée. Bon, globalement, on est sur les mêmes claims qu'il y a 15 ans. Hein. C'est des gels douche.
Bon, là déjà, comme je vous le disais, j'ai pris ce gel douche parce qu'il représente assez bien comment actuellement on formule nos gels douche. On a de l'eau et de la glycérine. Donc voilà, ça c'est généralement c'est ce combo-là. Donc c'est soit eau glycérine tensioactif, soit eau tensioactif glycérine. Mais plus eau tensioactif, 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 texturisant, agent hydratant. Non, ça n'existe plus, ça se fait plus. Ensuite, on retrouve du PEG7 glycéryl cocoate, du sodium cocoamphoacétate. Alors ça, c'est un ingrédient qu'on utilise depuis seulement quelques années, le sodium cocoamphoacétate. C'est un agent hydratant moussant qui n'est pas trop mauvais. Du laurier-glucoside qui est la fameuse base consistante, pareil, ingrédient découvert ces 15 dernières années, donc voilà. Cocoglucoïde, et ensuite on retrouve du glycéryl-oléate. Bon, voilà. Là, globalement, on a beaucoup d'agents moussants, mais vous voyez, c'est des agents moussants qui sont très doux. Et globalement, aujourd'hui, on retrouve de moins en moins de gel douche au sodium laureth sulfate. C'est plus à la mode, entre guillemets. On essaye d'enlever ces sulfates qui sont rattachés à une... à une mauvaise image pour rattacher plutôt les produits de certaines marques à une image plus jolie, plus belle, plus lissée, etc. Dire que c'est sans sulfate, ça fait mieux. Donc voilà, on retrouve ensuite de l'acide citrique pour corriger le pH. Là, je pense que vous avez remarqué. Bah, à cette époque-là, on avait un peu rien à foutre, où il y avait un peu d'acide citrique, mais c'est tout, il y avait très peu d'agents correcteurs de pH, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on apporte beaucoup d'importance au pH des produits, ce qui était moins le cas à cette époque-là. On retrouve du laureth 2, du mannitol, du polysorbate 20 et du xylitol, qui sont des agents hydratants. On retrouve ensuite de la ramosette d'aniacinamide, qui sont des agents aussi rééquilibrants, etc. Ensuite, on retrouve des fructo-oligosaccharides, aussi des agents hydratants, de la tocophérol, qui est de la vitamine E, hydrogénatète palmglycéride, qui est un agent hydratant, citrate et fragrance. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on arrive à faire des gels douche qui sont autoconservés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de conservateurs, en tout cas qui en contiennent très peu, ou alors certains agents vont en conserver les autres, etc. Donc ça va faire un mélange en quelque sorte où on n'a pas besoin de faire des mélanges acadabrantesques comme vous pouvez retrouver là-dedans où il y avait 1, 2, 3, 4, 5 conservateurs. Là, il n'y en a aucun. C'est aussi représentatif d'une envie de changement dans l'industrie cosmétique. Aujourd'hui, énormément de nouvelles formules de gel douche, par exemple les formules Yves Rocher qui ont changé récemment, sont aussi auto-conservées. Elles ne contiennent, si je crois, elles contiennent du sodium benzoate, mais c'est tout. Elles contiennent un conservateur autorisé en cosmétique bio qu'on a découvert ces 10 dernières années à peu près. Enfin, en fait, on savait qu'il existait, mais on ne l'utilisait pas. Bon, on est un peu con des fois. Donc voilà. On va continuer avec les shampoings parce que alors là, c'est très rigolo. Aujourd'hui, la mode, c'est le sans silicone. On veut du sans silicone, on veut des huiles, on veut des tensioactifs doux, gna gna gna. Bon, à l'époque, on s'en foutait. Clairement, on n'en avait rien à foutre. On vous dit, vos cheveux sont composés de 10% d'eau, essentielle à leur beauté. Les shampoings Dove contiennent un quart de lait hydratant qui hydrate les cheveux sans les alourdir. Rituel beauté, des cheveux plus souples, plus doux et plus éclatants. Dove est différent, sa mousse onctueuse lave vos cheveux en douceur et sa texture lactée vous procure une agréable sensation de légèreté. Testez dermatologiquement pour usage fréquent. Voilà, voilà. Alors, niveau ingrédients, donc c'était déjà Unilever à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. Niveau ingrédients, on retrouve de l'eau, du sodium laureth sulfate, du sodium C1213 patate sulfate qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. On retrouve de nouveau notre cocamidopropyl bétaïne. Donc la cocamidopropyl bétaïne, on se rend compte que c'est un ingrédient qui était majoritairement utilisé à cette époque-là. Deux produits dans deux marques globalement différentes. On retrouve un autre sulfate, le patate sulfate qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui.
parce qu'on a trouvé mieux, moins cher, plus efficace. Donc voilà. Comme vous le voyez, hein, toujours pas d'agent hydratant dans les premiers ingrédients. Hein. Ils en avaient rien à foutre. On retrouve ensuite du glycol stéarate et du diméthiconol, qui sont donc des agents de texture du shampoing et aussi du cheveu. Le diméthiconol, c'est un agent dérivé du silicone. Et enfin, après le diméthiconol, on retrouve un petit peu de glycérine. Donc en fait, l'utilisation de glycérine était très marginale à cette époque-là. On ne savait pas trop ce que c'était. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est l'agent hydratant le moins cher du marché. Donc ils en mettent partout. Ce qui n'est pas plus mal, hein, ça permet d'avoir des produits un peu plus doux, un peu mieux formulés. On retrouve ensuite du TEA, dodécylbenzosulfonate. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais TEA, généralement, c'est triéthanolamine, donc ce serait un agent de texture. Bon. Ensuite, on retrouve du cocoglucoside. Glucoside. Donc, agent de mousse. Hein. Alors ça, c'est rigolo. On retrouve de l'arginine hein, qui peut remplacer la glycérine pour ces agents hydratants. On retrouve ensuite des glycéryloléates, des glycérylstéarates, du panthénol. Ils utilisaient déjà panthénol à l'époque, vous voyez. C'est connu depuis longtemps, hein, panthénol. Carbomère, sodium chloride, c'est du sel. Et alors, ils utilisaient aussi à l'époque le fameux guar hydroxypropyltrimonium chloride, ce fameux agent démêlant qu'on utilise en très petite quantité parce qu'il est extrêmement efficace. Il est issu de biotechnologie, de biochimie et c'est l'ammonium quaternaire le plus facilement biodégradable qui existe. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Vous allez voir, il est toujours utilisé en 2024. Hein. Oui, on l'adore. On retrouve ensuite du sodium hydroxyde, donc de la soude, de l'acide citrique pour corriger le pH. Alors ça c'est un peu bizarre, ils nous ont mis du sodium hydroxyde et de l'acide citrique l'un à côté de l'autre, donc ça c'est un peu chelou. Du parfum, de l'éthylméthocinamate et ensuite on retrouve par contre du DMD identoïne et du PPG9. Donc PPG c'est polypropylène glycol. Hein. DMD identoïne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ingrédient qui a été aussi interdit et c'est un agent qui libère du formaldéhyde. Voilà. Ah, ils adoraient le formaldéhyde partout. Bon, aujourd'hui, autant vous dire que on kiffe pas trop le formaldéhyde puisqu'il a été classé CMR, hein, c'est-à-dire cancérigène, mutagène, reprotoxique. Cool. Donc, bon, vous comprenez pourquoi ce genre de formule n'existe plus. Hein. On peut aussi remarquer que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, mettre massivement des agents moussants en très très grosse quantité, puis ensuite privilégier les agents hydratants, ça se fait plus. On peut aussi voir que par contre des agents comme la guar-hydroxypropyltrimonium chloride, on l'utilise toujours et on l'utilise dans quasiment tous les shampoings de la planète, il y en a, hein, de cette gomme là qui coûte en plus rien du tout. Ils utilisaient quand même déjà du panthénol, etc. Donc il y a des choses qui ont évolué, d'autres choses non. Par exemple, aujourd'hui, on met plus de sel pour corriger la texture des gels douche ou des shampoings. Ça se fait très peu parce qu'on a trouvé des texturisants qui étaient plus efficaces. Tout simplement. Continuons avec le ultra doux. Et vous allez voir que là, on a quand même un petit peu une manière différente de formuler, même si, bon, là, quand même... On retrouve de l'eau, du sodium lauryl sulfate et du cocobétaïne, et ensuite de la glycérine, du glycérylstéarate et du sel. Donc bon, je vous ai dit que c'était différent, mais après voilà, ça c'est pas... Les shampoings c'est plus compliqué. Il y a certaines marques qui font comme ça, d'autres marques qui font encore comme ça, et d'autres qui font comme ça, enfin bon, c'est le bordel. Mais globalement, utiliser du sel pour texturiser ces produits, c'est devenu très marginal. Garnier, L'Oréal le font encore beaucoup.
Après, par exemple, je sais que les produits Balea Professionnel, par exemple, de chez DM, ne le font plus. Donc bon, ça dépend des groupes, mais globalement, voilà. Et ensuite, vous voyez, ben, c'est les deux seuls tensioactifs qu'on va retrouver dans ce shampoing, c'est le coco bétaïne et le SLS. Puisqu'ensuite, on va retrouver de l'huile de tournesol, de l'extrait de romarin, de l'huile d'avocat, du beurre de karité, du carbomère comme il y avait dans le shampoing Dove, hein, ça change pas. PPG5, c'était arrête 20, bon, ça c'est le seul ingrédient pas terrible. Polypropylène 5, avec des CTRA, donc c'est un ingrédient étoxylé, bon, c'est pas terrible. Ensuite, on retrouve de la soude, de l'acide citrique, du polyquaternium, du tocopherol, du sodium benzoate, du colorant jaune, du linalol, du coumarin, du benzylalcool. Oui, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas obligés d'écrire les allergènes possibles. Maintenant, c'est obligatoire d'indiquer les allergènes des produits. Donc voilà. Alors, ce shampoing ne contient pas de guar, hydroxypropyltrimonium chloride, mais énormément de shampoings et d'après-shampoings et de tout ce que tu veux contiennent du guar, hydroxypropyltrimonium chloride. Juste ceux-là ne contient pas. J'ai pris le mauvais shampoing. Mais voilà. On utilise toujours les SLS, hein, ça n'a pas changé, parce que c'est pas cher, parce qu'on adore, c'est pas si polluant que ça, donc youpi tralala, on t'en met 3 tonnes. La seule chose qui a majoritairement changé, c'est que là, encore une fois, on ne retrouve pas réellement d'agents de conservation. On retrouve un peu de sodium benzoate, mais c'est tout. Pas de DND, d'antoïne, formaldéhyde, gna ça n'existe plus. Hein. Pareil, hein, tout ce qui est parabène, c'est devenu très marginal. Il y a encore 2 marques qui utilisent de l'isoisothiazolinone, c'est Aussi et John Frieda. John Frieda et Aussi utilisent encore dans leurs produits rincés de l'isoisothiazolinone. Bon, ça c'est pareil les gars, on est plus dans les années 2010. Il s'agirait de changer votre manière de formuler, c'est très ringard, c'est très vieillot, ça se fait plus du tout. En plus, on sait que l'isoisothiazolinone peut produire d'énormes réactions allergiques disproportionnées qui peuvent être pour certains très très graves. C'est très irritant, c'est pas très efficace, bon globalement c'est nul, l'isoisothiazolinone. Juste c'est pas cher. C'est vrai que ça coûte rien. En plus, aujourd'hui, plus personne ne veut en utiliser de l'isoisothiazolinone. Donc, les laboratoires qui ont encore des restes d'isoisothiazolinone les vendent vraiment à bas coût. Donc, je pense que ces marques de merde, là, Aussi John Frieda, elles en profitent pour amasser vraiment les restes de stock, là, et profiter des produits pas chers alors qu'ils vendent leurs soins chers qu'ils les vendent. Bon, c'est un petit peu ridicule. Mais voilà, globalement, ce qui a changé, c'est que il y a des agents hydratants là-dedans. Bah oui, c'est un shampoing soin. Alors c'est pas le cas de tous les shampoings, mais globalement aujourd'hui, on ne surcharge plus nos shampoings de tensioactifs inutiles. On va en privilégier 2, 3 qu'on va mettre dans des quantités un peu plus importantes. Puis ensuite, on va se concentrer sur les agents hydratants, ce qui finalement, on l'a vu dans ces anciennes formules, est assez marginal en proportion. On est sur des proportions de panthénol, de carbomère, de glycérine, ce genre de choses, assez réduites. Finalement, déjà à l'époque, on trouvait des shampoings sans silicone, hein, parce que le diméthiconol, c'est pas vraiment un silicone, hein, c'est un dérivé de silicone. Donc, bon, voilà, pourquoi pas. Il y a une différence moins marquée entre les shampoings parce que malheureusement, on n'a pas révolutionné le monde du capillaire en 15 ans. Ça aurait été bien, mais ça n'a pas été le cas. Donc, bon, voilà. Par contre, il y a une catégorie de produits qu'on a réellement révolutionné ces 10 dernières années, c'est les formulations de fond de teint. Ce qui a beaucoup changé ces 10 à 15 dernières années, c'est les formulations de fond de teint. On ne formule plus du tout de la même manière. Et alors là, par contre, vraiment, c'est très marqué. Autant, bon, le gel douche, oui, il y a eu une grosse évolution parce qu'on utilisait quand même des conservateurs très dégueulasses. On laissait aucune place aux agents hydratants, ce qui n'est plus le cas actuellement. Les shampoings, c'est moins marqué, mais alors vraiment, ce qui est très marqué, c'est le maquillage, et notamment la formulation de base de teint, de fond de teint et d'anti-cerne. Là, il y a eu vraiment une révolution interstellaire.
On va commencer avec un fond de teint, alors même s'il n'est pas vieux en termes d'âge, c'est une formule très ancienne et qui n'a jamais été reformulée, c'est le Fit Me Luminous and Smooth de Maybelline, qui a une formulation qui date des débuts des années 2010. Donc vous pourrez voir comment en 15 ans ça a évolué, puisque celui-là, il est sorti, je ne sais plus, en 2021 ou 2022. Je vous ai pris 2 fonds de teint Maybelline que vous puissiez comparer. Donc là-dedans, on retrouve de l'eau, du cyclopentasiloxane, du diméthicone. Donc les 3 premiers ingrédients, c'est des silicones et de l'eau. Et notamment, deuxième ingrédient, cyclopentasiloxane. Le cyclopentasiloxane, c'est un silicone perturbateur endocrinien. C'est un silicone volatile, considéré comme étant non comédogène, mais potentiellement perturbateur endocrinien. Donc ça, on n'aime pas trop. Ensuite, on retrouve de l'éthylhexyl méthocinamate, qui est un ingrédient de texture gras. Bon, voilà. De la glycérine, de l'isostéaryl isocyanate, qui est un agent de texture. PEG9, je sais pas quoi, diméthicone. Bah, c'est écrit vraiment en police -12, donc allez-y pour lire ça. J'ai un peu de mal, j'avoue. Distyrmonium hectorite, alors ça c'est un agent qui permet de faire briller les produits, ça on n'utilise plus. Hein. Voilà, diméthicone copolymère, du sel, ils mettaient vraiment du sel partout à l'époque, hein, texturisant de sel, du sel, du sel, du sel, du sel, ils mettaient du chloride partout. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve du phénoxyéthanol, du PEG10 diméthicone, du méthylparabène, donc ça voilà, hein, ça c'est pareil, on n'utilise plus ce genre de choses. Disodium stéaryl glutamate, de la silice, du chlorophénécine, du parfum, trisodium éthénodiamine, disucinate, de la vitamine E, de l'ascorbépalmitate, aluminium hydroxyde, ça c'est pareil, on utilise de moins en moins hein, aluminium hydroxyde. Hein. Dipropylène glycol, BHT, alpha-isométhyl-ione. Et ensuite il contient quelques trucs. Alors il a quand même été légèrement reformulé parce qu'à une époque on retrouvait un filtre UV en nanoparticules, ce qui n'est plus le cas. Mais globalement vous pouvez voir comment on formulait un fond de teint à l'époque. Tard l'époque, on mettait 3 tonnes de silicone partout. Globalement, les fonds de teint, ils étaient formulés à base d'eau, de silicone, d'agents de texture et de 3 tonnes de conservateurs, hein, puisqu'il y a du phénoxyéthanol, du chlorophénécine, du BHT. Eh ben putain, ils en ont mis. Hein. Si c'est pas conservé, ce truc-là, je comprends pas. Hein. Je pense que ce truc-là, on peut le conserver pendant 20 ans à peu près, hein, avec la tonne de conservateurs qu'il y a là-dedans. Vous n'allez pas crever, hein. Clairement pas. Hein. Et alors maintenant, comment on formule un fond de teint maintenant? Bah oui, comment on fait? Bah vous allez voir, on utilise des nouveaux ingrédients, de nouveaux agents de texture qu'on a découverts il y a quelques années. Ah là, la compo est plus longue, mais c'est écrit plus lisible. Bon. On retrouve de l'eau, de l'isododécane et du diméthicone. Voilà globalement comment aujourd'hui on formule un fond de teint. Soit il commence par il commence toujours par de l'eau. Déjà, les nouveaux fonds de teint commencent toujours par de l'eau. Et ensuite, agent de texture gras, dicapryléther, isododécane, undécane, tridécane, tous ces trucs-là, qui sont des agents qui font un peu silicone-like, mais qui sont très légers, qui s'évaporent complètement. D'ailleurs, c'est généralement ce qu'on utilise pour rendre waterproof les fonds de teint, parce qu'en fait, c'est majoritaire dans la formule, sauf que ça s'évapore. Donc, forcément, au bout d'un moment, en fait, votre fond de teint il va se fixer contre votre peau. C'est ce qui permet aussi de les faire mieux tenir. Ensuite, on retrouve des acrylates copolymères, de la cellulose, encore des diméthicones, vinyldiméthicone, copolymère, PEG10 diméthicone, magnésium sulfate, phénoxyéthanol. Bon, voilà. Beaucoup d'agents de texture, mais plutôt issus de PEG, de copolymère, d'acrylate. Beaucoup moins de silicone que ce qu'on pouvait retrouver là-dedans, alors que là-dedans, il y a 15 sortes de silicone.
Là, en réalité, il n'y en a que réellement une seule, hein, du diméthicone, qui est un silicone complètement inerte, pas perturbateur endocrinien, il n'est pas volatile, mais il est pas comédogène. Donc, que demande le peuple finalement? Voilà, dystéronium sodium hyaluronate, donc il y avait même de l'acide hyaluronique hein, là-dedans, hein, ça n'existait pas à l'époque. Mettre de la skincare dans du maquillage, on n'y avait jamais pensé. Des copolymères encore, des PEG diméthicone, salicylate, carbonate, benzanthane, hein, agent de texture, éthylglycérine, alumina, donc aluminium, silice, disodium stéaryl glutamate, aluminium hydroxyde, tocophérol, bon voilà. Donc en fait, là vraiment, il y a eu un saut en termes de formulation. C'est-à-dire que là, on est passé de 3 conservateurs globalement composés que de silicone et d'eau à un produit qui contient en fait pas que du silicone et de l'eau, mais qui contient de l'eau, des agents gras volatiles, des copolymères, des acrylates, des agents de texture, des agents skincare même, on retrouve de l'acide hyaluronique, de la gomme xanthane, qui vont permettre d'ajouter de la texture à la peau, d'hydrater la peau. Au final, le maquillage n'est plus seulement que du maquillage. On retrouve aussi plus qu'un seul conservateur contre 3 là-dedans. Pas d'agent en nanoparticules, pas de filtre solaire, parce que ça c'était vraiment à l'époque, c'était la mode, il foutait des filtres solaires partout. Le filtre solaire c'est dans la crème solaire, point. Pas dans les bases, dans les crèmes, dans les trucs, dans les bidules. Filtre solaire c'est dans un filtre solaire, point. Pas dans une crème de joue, dans un truc. Parce que les filtres solaires brident l'efficacité des produits, sachez-le. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette vidéo? De dire, bon, il y avait ça là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans, qu'est-ce qu'on en retient finalement? Et bien on en retient qu'en 15-20 ans, même si vous n'avez pas vu de produits révolutionnaires, des trucs qui allaient vous changer la vie, des innovations en veux-tu, en voilà, non, il n'y a pas vraiment eu ça ces 15 dernières années. Même si on a vu apparaître des nouveaux types de produits, etc., en fait, on a surtout développé nos connaissances dans la formulation de produits. Et on a préféré remplacer nos vieux conservateurs vraiment polluants, bizarres, perturbateurs endocriniens et tout le bordel, classés CMR, enfin bon, caca-bouddha, par des conservateurs plus propres, des conservateurs autorisés en cosmétique bio, comme on a pu le voir notamment dans le shampoing de Garnier, par exemple, ou alors les remplacer par des conservateurs pétrochimiques, comme le phénoxyéthanol, chose qui n'existait pas dans ces trucs-là. On a une utilisation actuelle des parabènes qui est extrêmement marginale, ce n'était pas le cas à l'époque, on a essayé de trouver des alternatives. C'est pas toujours mieux, mais c'est là, ça existe, voilà. Globalement, je voulais vous dire aussi, oui, vos cosmétiques sont moins dangereux qu'à une époque. À une époque, on s'étalait des formaldéhyde, des 5 nitro, 5 bromo, je sais pas quoi, des 5 bromo, 5 nitro, 1,3 dioxane, on savait pas ce que c'était, mais on s'étalait ça partout. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Oui, les cosmétiques de 2024 sont plus sûrs que les cosmétiques d'il y a une vingtaine d'années. Et ça, je voulais vraiment vous le faire comprendre. Les anciennes formules, quand vous achetez des fonds de teint qui ont des formulations qui datent des années bissextiles, comme celui-ci par exemple, vous allez acheter des conservateurs, des silicones, de l'eau. Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'acheter ce genre de choses-là? Je pense pas. Dirigez-vous plutôt vers des produits qui ont vraiment une recherche formulatoire derrière, des produits de meilleure qualité, de meilleure facture, etc. Donc oui, globalement, la formulation a beaucoup évolué. Elle a permis de découvrir de nouveaux conservateurs, de nouveaux agents nettoyants, plus doux, plus respectueux de l'environnement aussi, hein, il faut le dire, hein, parce que le formaldéhyde pour la planète, c'est pas terrible. Donc voilà. Je voulais aussi vous faire comprendre par cette vidéo que oui, on peut utiliser en 2024 nos cosmétiques sans réelle crainte.
Alors attention, je dis sans réelle crainte, sauf certains produits, hein, il faut toujours regarder la compo. Il y a des produits qui n'ont pas changé de formulation depuis plus de 10 ans, parce que les compos sont toujours autorisés, donc pourquoi est-ce qu'ils iraient changer tel ou tel ingrédient? Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin petite vidéo qui fait 40 minutes. J'espère que je vous aurai pas trop fait chier, que vous en aurez appris un petit peu sur comment étaient faits nos produits avant, comment sont faits nos produits maintenant, pour vous aider tout simplement à faire vos choix, les choix qui sont pour vous les plus utiles en matière de composition. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.